Je m'appelle Rachel Vanier. Pour me présenter, j'aimerais revenir sur un mini phénomène qui a un peu fait le buzz sur Internet il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce hashtag sur Twitter, hashtag First7Jobs. Pas mal de stars ont tweeté leurs 7 premiers jobs étudiants, etc., dans l'espoir un peu vain de montrer qu'eux aussi ils étaient comme tout le monde. Donc ils disaient j'ai été postier, j'ai distribué le courrier, j'ai été serveur dans un bar, etc. Personnellement, j'ai l'impression que juste définir mes 7 jobs en ce moment, c'est déjà un exploit. Donc, comme le disait Clara, je fais partie des switchers, slashers. Je fais beaucoup de choses en même temps. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec mon parcours aujourd'hui. J'ai principalement étudié le droit public. Aujourd'hui, je fais du content marketing, qui est une notion à laquelle personne ne comprend rien. Je fais aussi un peu de relations presse. Je travaille dans les startups depuis 4 ans. J'ai écrit un roman. Je suis en passe d'en publier un second. J'ai été freelance, auto-entrepreneur, en parallèle d'être salariée. J'ai organisé des événements. J'ai été prof, j'ai été blogueuse, journaliste. Bon, un peu tout ça en même temps, ce qui fait que dans les 2 grosses périodes de chômage que j'ai eues dans ma courte carrière, j'avais un peu l'impression de me sentir comme ça, sans vraiment de capacité fondamentale que je puisse pitcher et vendre à des recruteurs. Et puis finalement, il y a eu un petit miracle. Quelqu'un, il y a 5 mois, a décidé de m'offrir un job. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Je suis directrice de la communication. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Je bosse pour Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, qui crée un très très grand campus de start-up dans le 13e arrondissement qui s'appelle Station F. Donc aujourd'hui, c'est un chantier, ça ouvrira l'année prochaine. Et j'ai l'honneur donc de travailler pour lui. Je m'occupe de toute la com, gérer les journalistes, les réseaux sociaux, motiver des milliers d'entrepreneurs à rejoindre le campus à Paris. Et voilà. Je ne vous cache pas que je garde un peu toutes mes autres casquettes. Je suis là aujourd'hui, je continue de collaborer à des médias. Et évidemment, ma principale autre casquette, c'est celle d'écrivain, que je cultive beaucoup. Ça, c'est mon premier roman, Hôtel International, qui est sorti l'année dernière aux éditions Intervalle, qui raconte le deuil d'une jeune femme qui s'enfuit en Asie, et c'est son parcours psychologique et physique. Aujourd'hui, j'en ai écrit un deuxième qui parle d'ambition, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai essayé de creuser le concept d'ambition, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche pas mal à nos nouvelles générations. C'est pas forcément une question d'âge, hein, c'est l'époque dans laquelle on vit. Ambitieux, parfois vicieux, bon, c'est une petite référence à une chanson de 113. Aujourd'hui, j'ai essayé donc de creuser dans ce roman le concept d'ambition, qui est un peu une notion fourre-tout, qui est mélangée avec pas mal d'autres concepts. La soif de gloire, c'est la définition un peu traditionnelle de l'ambition, mais qui est souvent très liée à la confiance en soi. On a la sensation qu'on ne peut pas être ambitieux si on n'a pas confiance en soi. L'ambition, elle se définit souvent par rapport aux autres. On est plus ou moins ambitieux qu'un autre, on est plus ou moins glorieux qu'un autre. Elle est souvent confondue avec un optimisme sans faille. Et elle est aussi très très liée à la capacité de travail. Donc à la ténacité, à la résilience, à la capacité donc, de se relever de ses échecs. Donc l'ambition, c'est une notion un peu floue, un peu nébuleuse, mais surtout, c'est une notion très ambivalente. Elle est relativement perçue de façon négative par le commun des mortels, hein, dont moi. C'est une notion qui est à la fois hyper valorisée parce qu'on a l'impression que c'est le seul moteur de la réussite et que c'est ce qui fait que les grands sont les grands et accomplissent de grandes choses. Mais en même temps, on n'aime pas trop les ambitieux, on a l'impression qu'ils n'ont qu'une soif de reconnaissance et qu'ils n'ont envie que de se mettre en scène pour recevoir la reconnaissance des autres. Donc si on schématise un peu, soit on est un glorieux ou une glorieuse conquérant ou conquérante, soit on est un requin qui a les dents qui raillent le parquet. Et moi je trouve que ça ne correspond pas exactement à l'ambition d'aujourd'hui. Pour les slashers comme moi qui font plein de choses en même temps, qui ont plein de petits projets, mais qui ont quand même envie de réussir dans chacun de ces petits projets et qui ne se reconnaissent pas forcément ni dans la figure du requin, ni dans la figure du glorieux conquérant. Donc la question que je me suis posée dans mon roman et aujourd'hui pour vous faire cette présentation, c'est peut-on se nourrir d'une ambition modérée ?
Je vais faire un petit exercice de décortiquage des termes du sujet, comme on faisait dans nos copies de philo au lycée. Peut-on, donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une ambition modérée, est-ce que le fait d'avoir une ambition qui n'est que modérée, elle peut vraiment nous nourrir et nous pousser vers l'avant? Est-ce que même c'est souhaitable? Est-ce qu'on ne risque pas justement d'amoindrir notre capacité d'ambition et donc d'accomplir des choses? Se nourrir, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'ambition qui est notre moteur de l'action? Si c'est un moteur, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut être pas trop ambitieux, mais quand même réussir à accomplir des choses parce qu'on a d'autres choses qui nous nourrissent, qui nous dirigent? L'ambition, donc, qui est définie par beaucoup de philosophes comme la soif immodérée de gloire. Et du coup, ça commence à poser problème si on veut avoir une ambition modérée. Voilà, pour illustrer les différentes pistes de réflexion que je vais vous donner aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs types d'exemples. D'abord des personnages célèbres. J'ai essayé de sortir un peu des figures classiques de Balzac et Julien Sorel pour vous donner des éléments qui sont un peu plus contemporains. J'ai utilisé moi, donc donc je vais vous raconter ma vie privée, s'il vous plaît ne racontez à personne. Je vais aussi utiliser des exemples des deux personnages de mon roman qui sont Marianne et Lucas. Moi, c'est un peu devenu mes potes qui se cherchent, donc j'espère que je vais réussir à vous les faire connaître et que vous allez vous aussi vous demander mais que va faire Marianne de sa vie, que va faire Lucas. Donc Marianne et Lucas, c'est deux entrepreneurs. Désolée, c'est encore un exemple de l'entrepreneuriat, qui décident de monter une start-up. Marianne parce que elle en a marre de son job de consultante, elle a envie de switcher, et Lucas, qui est son ami d'enfance, qui le fait un peu parce que c'est l'ami de Marianne et qu'il fait un peu tout comme elle, et que c'est un geek et qui se sent relativement comme un poisson dans l'eau dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc ils se plongent dans ce milieu, ils en chopent les codes, et l'un et l'autre se rendent compte que peut-être l'ambition entrepreneuriale, c'est pas exactement celle qu'ils avaient anticipée. Donc je vais vous raconter quelques exemples comme ça. Et enfin, j'espère si vous arrivez à vous réapproprier les quelques pistes que je vais vous donner et les mettre en rapport avec votre expérience personnelle. Donc d'abord, pour commencer, l'ambition, on va essayer un peu de creuser la définition, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Pour ça, je vais utiliser une distinction conceptuelle qu'un philosophe a conçue dans un livre qui s'appelle L'ambition. Il s'appelle Vincent Cespedes, un philosophe contemporain. Il distingue trois types d'ambition. La première, c'est l'ambition cupide et démonstrative. Donc c'est un peu l'ambition nietzschéenne, l'ambition du surhumain, de celui qui a une soif illimitée de pouvoir et qui a toujours envie d'aller plus loin. Mais c'est aussi une ambition qui se nourrit du fait de se mettre en scène, jusqu'à parfois même pénaliser le résultat poursuivi en étant si ambitieux. Dans l'entrepreneuriat, c'est très très courant. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais les entrepreneurs à succès ont quand même un ego assez important et parfois ils préfèrent se mettre en scène dans les médias auprès de leurs salariés, de leurs partenaires et de montrer à quel point ils sont capables de soulever des millions de dollars et de faire énormément de chiffre d'affaires, plutôt que de réfléchir à la vraie logique business qu'il y a derrière leur boîte et qui parfois est un colosse au pied d'argile et qui repose parfois sur rien. Ça peut aussi être la même chose pour les sportifs qui peuvent échouer dans des compétitions sportives parce qu'ils sont plus nourris par le fait de mettre en scène leur propre gloire plutôt que d'accomplir leur exploit sportif. Donc ça, c'est un type d'ambition. Il y en a deux autres. L'ambition censurante et dépressive. Donc ça, c'est une ambition qui est tellement associée au besoin de reconnaissance et au fait de se comparer aux autres qu'elle est parfois accompagnée d'une espèce de peur de la réussite. Je vais vous donner un exemple assez personnel. Moi, quand j'ai voulu publier mon premier roman, j'avais 24 ans, c'était il y a 4 ans, j'avais donc beaucoup d'ambition parce que écrire un roman quand on est si jeune, il faut quand même y aller, quoi. C'est beaucoup de travail, c'est quand même le rendre public, un travail très personnel, donc il y a quelque chose de l'ambition de donner quelque chose aux autres, d'avoir une reconnaissance, d'avoir son nom écrit sur un objet qui est dans les librairies, accomplir un rêve que beaucoup de gens ont. Mais malgré tout, j'avais tellement peur
justement du résultat, du regard des autres, du fait qu'on me juge, que je ne sois pas tout à fait à la hauteur de ce que j'avais prévu de mon projet littéraire, que je n'ai pas osé l'envoyer à toutes les maisons d'édition, contrairement à ce que 100% des gens m'avaient conseillé de faire, à savoir l'envoyer à un maximum d'éditeurs, essayer de se faire des contacts dans les grandes maisons d'édition parce que ça marche un peu par recommandation, c'est un petit milieu. Moi, j'en ai pas parlé autour de moi, j'ai dit à personne que j'avais écrit un roman, je l'ai envoyé à 3 toutes petites maisons d'édition. Heureusement, il y en a un qui a accepté, mais finalement, j'étais complètement paralysée par cette espèce d'autocensure, alors même que j'ai été très ambitieuse. Donc, parfois pas confondre le fait de ne pas oser atteindre des objectifs grandioses avec un manque d'ambition. J'étais très ambitieuse, mais cette ambition, elle avait une forme de censure. C'est aussi le cas de Marianne dans mon roman, qui est plongée dans le milieu des startups où les modèles des entrepreneurs lèvent des millions d'euros dans la Silicon Valley, sont rachetés par Google, Facebook. Et elle, en fait, elle n'arrive pas forcément à se placer à la hauteur de ces modèles-là. Et par conséquent, elle crée une boîte qui est un peu plus à taille humaine, où elle n'arrive pas à se dire « Ok, moi aussi, je vais lever 3 millions d'euros parce que je vais monter une boîte qui va cartonner à l'international, etc. » Donc, il y a... Pardon. Donc, il y a cette forme d'ambition censurante, dépressive. Il y en a une troisième, c'est l'ambition noble, qui serait totalement dénuée de besoin de reconnaissance. On peut s'imaginer que c'est l'ambition qui anime les Gandhi, les Desmond Tutu, ceux qui accomplissent vraiment des choses bonnes pour l'humanité. Donc il paraît qu'elle existe. En tout cas, c'est ce philosophe qui le soutient. Il y a un exemple qui est assez intéressant à ce titre, c'est celui de Jean-Sébastien Bach, le compositeur, qui n'a pas du tout eu de reconnaissance de son vivant, qui a mené une vie relativement modeste, qui a eu 2 femmes, une tripotée d'enfants, qui n'a pas du tout essayé de théoriser son art ou de laisser une trace sur ce qu'il voulait transmettre, etc. Et qui a simplement travaillé très très dur pour composer ces grands morceaux et qui a eu un succès de son vivant, mais pas énorme, qui a plutôt été sacralisé a posteriori par les héritiers du monde de la musique. Donc c'est assez intéressant cet exemple parce qu'on a l'impression que lui, son travail acharné et sa capacité à créer, elle n'était pas spécialement nourrie par une ambition démesurée. Il devait probablement être ambitieux pour accomplir tant de morceaux si magnifiques, mais c'est assez intéressant comme exemple de se rendre compte qu'il est aussi possible d'accomplir des choses sans avoir cette ambition un peu ambivalente, cette soif de reconnaissance. Donc il y a ces 3 types d'ambitions qui forment un triangle. Alors parfois on passe de l'un à l'autre. Moi j'étais très très ambitieuse, censurante. Ensuite on a souvent quand même besoin d'avoir la reconnaissance des autres. Parfois on essaie de surtout se mettre en scène. Bon, évidemment l'objectif, j'imagine, pour tout le monde, c'est d'atteindre cette ambition noble. Mais ces 3 sont assez proches et surtout elles reposent sur un socle commun qui est une espèce de feu sacré. C'est ça qui, selon le philosophe, est le pilier sur lequel se raccrochent ces 3 types d'ambition. Ce feu sacré, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce justement de ténacité, de passion, qui n'est pas une passion, une passade, soudainement vous êtes passionné par, j'en sais rien, le crochet ou les trucs comme ça. Non, cette passion qu'on a depuis l'enfance d'accomplir quelque chose, qui est difficile à définir en fait, mais qui est un mélange entre une passion profonde, une capacité de travail acharnée, la ténacité, et qui est commune aux 3. Donc selon lui, c'est ce feu sacré qui est le moteur de ces 3 types d'ambition. Mais qu'est-ce qui pourrait être le moteur de ce feu sacré, justement, si on recule encore d'un cran ? D'où est-ce que l'ambition vient ? Alors, il y a pas mal de théories. Un exemple parmi d'autres, il y a un psychologue dans les années 70 qui a mené une étude sur 573 personnalités célèbres de l'histoire. Il s'appelle Martin Eisenstadt. Et il s'est rendu compte que le point commun entre César, Lénine, Virginia Woolf, Darwin et les sœurs Brontë, et plein d'autres, c'était qu'ils étaient tous orphelins, qu'ils avaient tous perdu un parent à un moment dans leur vie d'enfant ou d'adolescent. Et que le fait de perdre quelqu'un de cher dans la plus tendre enfance, ça avait développé chez eux une hypersensibilité qui avait été un tremplin
pour une sensibilité et un besoin de victoire et de gloire compensatoire. Donc ça, c'est un des éléments qui explique ce feu sacré qui nourrit les différents types d'ambitions, qui peut les nourrir différemment d'ailleurs, selon les expériences dans l'enfance qu'on a pu avoir. Ça peut nous porter personnellement à être plus ambitieux noble, plus ambitieux censuré, ou plus ambitieux démonstratif. Alors sans aller jusqu'à un délire oedipien ou creuser dans sa plus tendre enfance, il y a d'autres éléments qui, selon moi, peuvent expliquer les ambitions, comment est-ce qu'on les nourrit, comment est-ce qu'on les définit. C'est les role models et les dream killers, d'autre part. Les role models, c'est donc les modèles, quoi, les personnages à qui on s'identifie pour définir notre ambition et puis essayer d'aller un peu plus loin. Les role models, ils ont un rôle qui est très très important parce que c'est ceux auprès de qui on va chercher un exemple. Mais c'est très important de comprendre, j'ai l'impression, qu'ils sont propres à un écosystème, un microcosme. Dans la littérature, moi j'ai des modèles dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a des modèles comme Steve Jobs qui motivent vraiment, mais ils sont vraiment propres à cet écosystème. Il arrive qu'on aille chercher des modèles dans d'autres écosystèmes, je sais pas moi, un sportif pour sa performance, un acteur pour son engagement artistique, etc. Mais en général, c'est les role models qui constituent un écosystème de valeurs et qui définissent tout ce qui touche à l'ambition. C'est eux qui définissent qu'est-ce que c'est la gloire. Alors dans l'entrepreneuriat, ça peut être monter une boîte à succès, se faire beaucoup d'argent, créer un produit qui est utilisé par des millions de gens, disrupter, donc changer complètement les règles d'un secteur, Uber qui change complètement la manière dont on se déplace, etc. etc. Mais c'est aussi l'ambition et les role models qui définissent la dose de gloire jusqu'à parfois devenir une valeur en soi. Dans le milieu entrepreneurial, être ambitieux, c'est une valeur en soi. Et on est quasiment obligé d'être ambitieux quand on est entrepreneur. Donc, quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, on peut, plus on a d'ambition, plus ces modèles, plus les rôles modèles auxquels on s'identifie sont successful. On peut être un Steve Jobs, on peut être un peu moins cool, un Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. On peut être simplement millionnaire ou multimillionnaire, ou on peut être le petit boulanger qui a son business familial. Donc, dans certains milieux, ce sont les role models qui définissent à la fois les buts à atteindre, comment les atteindre et si on décide d'atteindre un but un peu intermédiaire, c'est moins cool. Et ça devient le chemin à suivre. Le rôle du role model, c'est aussi de pré-tracer les pas à suivre pour atteindre ces ambitions-là. Le role model, il a un autre rôle qui est très important, c'est aussi de s'opposer aux dream killers. Les dream killers, on en a tous eu dans notre vie, ceux qui nous disent « Ah, tu veux switcher, mais t'es sûr, c'est dangereux, c'est pas vraiment très prudent de vouloir faire ça. » Les dream killers, il y en a partout, tout le temps, c'est très très commun. Moi, quand j'ai voulu écrire un roman, on m'a dit « mais t'es sûre, tu sais, c'est difficile de se faire éditer, c'est vraiment pas évident, etc. etc. » Aujourd'hui, quand j'ai eu mon job de directrice de la communication, on m'a dit « ah ouais, toi, mais t'as 28 ans, c'est vachement jeune. » Enfin, il y en a tout le temps. Effectivement, ça sape un peu son côté ambitieux. Donc, le fait d'avoir un modèle qui vous inspire et qui vous pousse à vous dépasser, ça a un côté très, très rassurant, très, très motivant. Mais, il y a un mais, finalement dans ce modèle de role models justement, qui définissent un système de valeurs, qui définissent la dose de gloire, les étapes à franchir pour atteindre l'objectif que seulement ces role models ont défini. Aujourd'hui, en tout cas moi ça me convient plus trop.
parce que j'ai 7 casquettes différentes. Donc si je devais avoir un role model par casquette, il faudrait que je devienne Proust dans la littérature, il faudrait que je devienne Steve Jobs dans l'entrepreneuriat, il faudrait que je devienne un grand reporter dans le journalisme, etc. etc. J'ai l'impression que pour notre génération, qui est un peu en quête de sens, qui a perdu les modèles traditionnels de j'ai une carrière avec un chemin tracé, je veux aller au bout, j'ai un modèle de vie familiale, j'ai un modèle d'engagement politique, etc. On est dans une période qui est tellement changeante qu'aujourd'hui, avoir un type de rôle modèle avec une ambition qui est là, c'est vraiment plus suffisamment pertinent pour m'accompagner. En tout cas, moi, ça me convient pas parce que je suis une slasheuse, donc je sais pas s'il me faudrait différents role models pour me pousser. Je vais vous donner un exemple qui est assez... qui m'a beaucoup frappée il y a quelques semaines. J'écoutais ce podcast que je vous recommande d'ailleurs, This American Life. C'est un podcast de la radio publique de Chicago qui raconte des histoires. Il n'y a pas tellement d'autres manières de le raconter. Ils prennent un sujet, ils interviewent des gens, ils font un storytelling hyper intéressant et ils ont interviewé Gad Elmaleh. Alors, c'était assez intéressant parce que à Chicago, évidemment, personne ne connaît Gad Elmaleh et donc c'était intéressant d'entendre un journaliste à la radio parler de Gad Elmaleh comme ce mec hyper successful en France mais dont personne n'a jamais entendu parler aux États-Unis. Gad Elmaleh, il a un succès phénoménal en France, tout le monde le connaît. Dès qu'on commence à raconter une demi-phrase qu'il a dit dans un sketch, tout le monde connaît la fin. Dès que quelqu'un le croise, il lui demande de faire une blague. Quand il ouvre la bouche, les gens se mettent à rire, même s'il dit « salut, ça va ». Enfin, vraiment, il a un succès phénoménal en France. Mais ça ne lui convient plus. Et il a décidé de tout reprendre à zéro. Et il est reparti aux États-Unis dans les petits théâtres où il y a les stand-up comedians qui font, là où il y a les Louis C.K. et les autres superstars qui ont tous commencé tout petits. Et lui, qui n'est pas anglophone de base, a décidé d'emménager à New York et de réapprendre à faire rire les gens devant un autre public. Et il raconte dans cette émission à quel point c'est hyper dur parce que il y a des subtilités dans la langue, donc évidemment c'est hyper difficile pour un Français de faire des blagues en anglais, de sortir du truc très classique de je vais faire des comparaisons culturelles entre la France et les États-Unis. Comme il est très connu, il connaît déjà les grands stand-up comedians, donc ils viennent le voir et lui disent tu sais, tu pourrais quand même mieux faire. Il se retrouve à faire des blagues devant 5-6 personnes dans un caveau un mardi soir, et les gens rigolent à moitié, ils l'écoutent pas. Donc vraiment, il a décidé de tout reprendre depuis le début. Et alors, c'était super intéressant, mais moi, quand j'entends ces histoires-là, ça me met dans cet état-là. Ça ne me motive pas du tout à me dépasser. Je me dis, je suis complètement nulle, je ne suis pas assez courageuse, j'arriverai jamais déjà à atteindre le level de Gad Elmaleh à la base, alors repartir à zéro 10 ans plus tard, n'en parlons pas. Vraiment, ce type de role models qui sont quand même hyper fréquents dans n'importe quel milieu. On vous dit, si vous voulez être entrepreneur, il faut que vous deveniez Steve Jobs. Si vous voulez être sportif, il faut que vous deveniez, j'en sais rien, un athlète. Moi, ça me convient pas du tout. J'arrive pas du tout à me nourrir de ce type de role models pour accomplir mes ambitions. J'ai l'impression qu'il faut plutôt trouver un modèle qui soit... Je sais pas si ça marche... Normalement, c'était un gif, il se faisait du feu et tout, mais bref. Il faut que ce soit un petit mélange entre une admiration, mais aussi une capacité de s'identifier. Moi, je ne m'identifie pas à Proust. Par contre, il y a plein de jeunes auteurs très successful qui ont commencé à leur niveau, à qui j'arrive à m'identifier. Donc, dans mon travail littéraire, il y a par exemple une figure qui m'a vachement aidée dans la vie. C'est celle de Titu Lecoq. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais bon, elle a quand même pas mal de succès. Elle doit avoir, je sais pas, 35 ans. Elle a publié, aujourd'hui plusieurs bouquins, mais à l'époque où j'ai découverte, il y a 5 ans, elle écrivait son premier. Elle a un blog qui est hilarant, où elle raconte sa vie sans aucun filtre. Elle est hyper trash, mais il y a quand même une grande qualité littéraire derrière ce qu'elle écrit. Elle a fait des études de sémiologie, enfin bon, ça reste une intellectuelle. Elle est journaliste chez Slate, elle a bossé pour pas mal de médias. Et elle a raconté sur son blog son processus pour écrire et publier son premier roman.
Donc là encore, sans aucun filtre, en racontant qu'elle a galéré, qu'elle a mis 3 ans à l'écrire, qu'elle a fait lire à ses potes qui lui ont dit c'est de la merde, faut que tu réécrives tout. Enfin vraiment, sans aucun filtre. En racontant ses galères, elle habite en banlieue, elle n'a pas de thunes, même si elle a publié des bouquins qui se sont vendus à 100 000 exemplaires. Maintenant, elle est jeune maman, donc elle s'occupe de ses enfants en même temps que d'essayer de boucler les fins de mois. Et donc elle fait preuve d'énormément d'autodérision, même si elle a tout à fait de quoi être un peu plus prétentieuse. Elle écrit très très bien, ses romans se sont super bien vendus, elle a une belle carrière. Mais justement, cette figure-là, d'une femme déjà, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je pense que c'est un peu tarte à la crème, mais c'est vrai que c'est plus facile de s'identifier à une autre nana qui se met pas hyper en avant, moi j'aime pas ça non plus, qui arrive qui a réussi à prouver du point de vue littéraire qu'on pouvait parler de sujets graves avec humour, parce que c'est ce qu'elle fait dans son premier roman. Tout ça a fait que le jour où j'ai lu son blog, j'ai acheté son bouquin est super bien écrit et je me suis jamais dit c'est moins bien que Proust, donc je vais arriver à faire pareil qu'elle. C'est un style complètement différent, c'est totalement incomparable. Mais je me suis dit, si elle y arrive, quand même, je dois pas être si loin que ça, quoi. En tout cas, je peux essayer. Alors que si on m'avait dit, voilà la recherche, démerde-toi et essaye de pondre un truc qui s'en rapproche, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Voilà. Donc lui, c'est peut-être pour plus tard, mais en tout cas, c'est Proust. Hein. Mais en tout cas, en tout cas pour l'instant, il y a des figures comme ça, comme Titu Lecoq, qui m'ont. Ça a été une révolution dans ma vie. Vraiment, quand j'ai lu ses articles et que j'ai lu son bouquin, je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr, moi aussi, je suis capable de faire ça. J'espère un jour atteindre un dixième de ce qu'elle a accompli, mais au moins, c'est une personne normale. Qui galère dans sa vie, comme tout le monde, qui a pris une position forte du point de vue littéraire, et ça m'a vachement inspirée. Il y a 4 ans, aujourd'hui, il y a peut-être d'autres role models qui sont peut-être accompli des choses encore plus importantes, qui me parlent encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai compris en écrivant ce bouquin sur l'ambition, en l'étudiant un peu, c'est que l'ambition, c'est vraiment un processus. C'est pas un état fixe, on est ambitieux, on n'est pas ambitieux, on a cette ambition niveau Steve Jobs ou niveau boulanger du coin, et puis on peut plus rien faire avec, quoi. Il y a 4 ans, jamais de la vie j'aurais osé dire j'ai envie d'être écrivain, encore moins je suis écrivain. Aujourd'hui, ça va, j'ai publié un roman, j'arrive à peu près à me dire ok, maintenant je suis écrivain, j'ai une nouvelle étape à atteindre dans mon ambition littéraire, c'est d'en écrire un deuxième, c'est d'être plus acceptée par le milieu des critiques littéraires, j'en sais rien, de vouloir écrire un roman qui pourrait être potentiellement dans un prix littéraire, des choses comme ça, mais il y a 4 ans, c'était pas du tout le cas. Le modèle de Titu Lecoq m'a aidé à atteindre la première étape. Aujourd'hui, j'en ai peut-être d'autres qui vont m'aider à suivre l'étape suivante. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est un processus, quoi. C'est qu'on met un pied devant l'autre. C'est la même chose dans mon travail en tant que DIRCOM, donc de Station F. Évidemment, quand les gens me disaient « Ah, mais t'es DIRCOM à 28 ans, c'est quand même un peu étrange. Certes, c'est difficile et au quotidien, j'ai beaucoup de mal à me dire comment je vais survivre à l'année prochaine et l'ouverture de ce lieu qui accueillera 4000 personnes. Mais bon, je me dis, je vais mettre un pied devant l'autre. C'est mon mantra, je me le dis tous les jours et finalement, ça fonctionne. Parce que c'est le même processus qui est à l'œuvre dans la réalisation de son ambition. J'espère que je ne dépasse pas trop. J'ai presque fini. En fait, ça c'est peut-être quelques remarques pour conclure. Si on a compris donc, que l'ambition c'est un processus et pas un état, on peut faire un parallèle qui est particulièrement pertinent dans mon cas. Il y a un autre élément qui est un processus, c'est les histoires. Dans une narration, il y a toujours une situation initiale, des éléments perturbateurs, des péripéties, et puis une situation finale. Donc, une histoire aussi, c'est un processus. Et parfois, j'ai l'impression que faire le récit de sa propre ambition, ça nous aide vachement à la comprendre. Ça nous aide à pas être plus ambitieux, mais être mieux ambitieux.
Et faire ce travail, alors je ne vous demande pas d'écrire un roman demain pour travailler sur votre propre ambition, mais ça peut être en discuter avec quelqu'un, ça peut être se poser 5 minutes, écrire sur une feuille de papier qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qui peut expliquer que je suis un peu ambitieux ou pas du tout, ou que je me compare vachement aux autres, ou que j'ai beaucoup de besoin de reconnaissance. Le récit de son ambition, c'est vraiment un élément qui peut vraiment aider à comprendre le processus de l'ambition. Donc c'est aussi l'assumer, parce que ça peut être très frustrant de se dire que l'ambition c'est un processus dans la mesure où à chaque étape, on a envie de l'étape supérieure, donc on peut être frustré de l'étape précédente. Moi qui n'ai pas osé publier un roman, enfin essayer de soumettre mon roman à une grande maison, je peux me dire, ça se trouve j'aurais pu être, je sais pas, chez Plon ou Flammarion, alors que je suis dans une plus petite maison indépendante. Vraiment, le fait d'assumer que le fait que l'ambition est un processus, ça aide beaucoup à ne pas être frustré de l'étape précédente, donc à sortir un peu de l'envie de reconnaissance perpétuelle et de simplement se dire « Ok, étape suivante, j'ai accompli ça, c'est génial, maintenant je vais accomplir le prochain pas ». Ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué aussi en écrivant plein d'histoires, c'est que raconter une histoire, c'est faire un travail d'empathie, surtout quand c'est de la fiction. Moi, je me suis mis dans la peau de Marianne et Lucas. Moi, j'ai monté de boîte. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, donc évidemment, ça m'a inspirée, mais j'ai dû vraiment me mettre dans la peau d'une nana très ambitieuse, d'un mec beaucoup plus timide et renfermé sur lui-même, et d'essayer de comprendre quels mécanismes auraient pu être à l'œuvre dans leur vie s'ils avaient vraiment existé. Et pour ça, je me suis un peu nourrie des sentiments que j'avais pu un peu décrypter chez d'autres personnes. Et faire ce travail d'empathie, ça développe beaucoup la sensibilité. Et puis ça reboucle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'étude de ce psychologue dans les années 70 qui mettait en lumière que les ambitieux sont en général des hypersensibles. Et pourquoi pas, si on travaillait sur sa capacité à raconter, donc son empathie et son hypersensibilité, peut-être que ça nous rapprocherait un peu plus de l'ambitieux et ça nous permettrait de mieux le comprendre. Moi, je vous encourage vivement à non seulement faire le récit de votre propre ambition, puis d'écouter celui des autres, de vous mettre à leur place. C'est ça le travail d'empathie, se mettre à la place des autres, essayer de comprendre leurs sentiments. Donc moi, c'est un outil, le récit, l'écriture, qui fonctionne très bien pour moi, et j'espère que vous y essayerez au moins. Et je pense que c'est quelques pistes comme ça déjà que vous pouvez peut-être essayer d'explorer pour essayer de faire l'ambition le moteur de votre passage à l'acte. D'après ce que j'ai compris, c'est le sujet du jour. Voilà, c'est tout.